Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier quelques personnes qui ont particulièrement soutenu Passion médiéviste le mois passé. Je tiens à remercier Clara, Denise, Jérôme et Adriana. Et pour savoir comment soutenir Passion médiéviste, je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous devrez commencer à le savoir quand même. Mais vous pensez peut-être aux grandes cathédrales, aux chevaliers et au Japon féodal, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, c'est-à-dire de l'année 500 à l'année 1500 pour l'Europe occidentale, mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 100, Clémence et les femmes guerrières dans les manuscrits, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Et oui, il est venu, le voilà, non pas le temps des cathédrales, mais l'épisode 100 de Passion médiéviste. Ça fait tout drôle vraiment de se dire que ce podcast arrive à l'épisode 100, même si en vrai j'ai déjà sorti plus de 200 épisodes de tout format confondu, oui, allez voir sur votre appli de podcast, vous allez voir. J'ai beaucoup réfléchi à quel sujet j'allais vous proposer pour cet épisode. Est-ce qu'il fallait qu'il soit différent d'habitude ? Est-ce qu'il fallait qu'il soit particulièrement exceptionnel sur quelque chose ? Et finalement, en voyant le sujet de mon invité du jour, je me suis dit qu'il serait parfait pour cet épisode 100. Et mon invité du jour est donc Clémence Turblin. Bonjour Clémence. Bonjour Fanny. Clémence, je te reçois parce que tu as fait donc un mémoire de littérature médiévale, donc de M2, soutenu en juin 2023, sur le sujet, attention, représenter les femmes guerrières au Moyen-Âge en littérature et en images, frontières du genre, frontières de l'ordre. Tu étais sous la direction de Maude Pérez-Simon et Sandrine Hérichet-Prado à l'université Sorbonne Nouvelle. Et aussi en M1, tu as fait un mémoire sur le sujet une histoire tirée par les cheveux, pilosité et chevelure féminine hors norme au Moyen-Âge. On en parlera un moment dans ce podcast. On a beaucoup hésité entre les deux sujets, mais je me suis dit que parler des femmes guerrières permettait de aussi parler de la pilosité, on va voir. Et donc oui, aujourd'hui, on va parler des femmes guerrières représentées dans les manuscrits et les littératures du Moyen-Âge. Un sujet donc parfait pour l'épisode 100, qui est un peu une sorte d'écho à l'épisode 1 où on avait parlé avec Justine Audebrand de la reine Gerberge du Haut Moyen-Âge. Vraiment, dans Passion médiéviste, j'aime vous proposer des épisodes sur l'histoire des femmes, montrer qu'elles ont bien été présentes au Moyen-Âge dans l'imaginaire et en vrai, comme dans l'histoire en général, qu'elles sont présentes dans les textes et les manuscrits, il suffit juste de les regarder et de les étudier. Et en plus, dans cet épisode, on va parler manuscrits, textes médiévaux, qui est aussi une de mes passions. C'est vous dire mon enthousiasme pour cet épisode. Mais alors Clémence, commençons comme d'habitude par la question rituelle de ce podcast d'ouverture. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Alors j'ai fait mon M1 sur les cheveux et les poils et de base j'avais prévu de le continuer en deuxième année, puis on m'a dit que c'était pas possible, à Paris 4 et Paris 3, il fallait donc changer de sujet. Et ma deuxième directrice, Sandrine Hérichet-Prado, m'a demandé ce que j'avais comme second sujet, et là il a fallu que je tire un peu quelque chose de mon chapeau, assez rapidement, et je savais pas trop ce que j'allais faire. Et puis j'ai été à un colloque où j'ai discuté avec Angelica Montanari, qui est une chercheuse qui a travaillé sur l'anthropophagie au Moyen-Âge, rien à voir. Ouah, l'anthropophagie, donc les gens qui mangent des gens ? Oui. Oh, c'est génial ça. Ça a l'air... Enfin, j'ai lu un bout de sa thèse et vraiment c'est passionnant. Ok. Et là, elle se tournait, elle, sur les images des enluminures, donc des manuscrits de Boccace et les enluminures des femmes guerrières, entre autres. Et j'en avais croisé au cours de mon M1 des femmes guerrières. J'avais parlé déjà de Sémiramis, donc une reine assyrienne légendaire qui se bat, etc. Et donc en parlant, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux envie d'aller s'intéresser à ce sujet, de montrer ces femmes qu'on oublie un peu, dont on n'a pas forcément connaissance. Voilà, donc en croisant un peu des choses que j'avais pu voir en M1, sachant aussi que, vu que j'étudiais les cheveux, j'avais parcouru un peu plein de textes, et notamment la thèse de Myriam Roland-Perrin qui s'appelle « Blonde comme l'or ».
Et tout m'intéressait pas forcément parce que moi je travaillais sur le hors norme, mais à un moment donné elle mentionnait des femmes qui avaient des cheveux blonds, qui dépassaient de leur casque, et ça m'avait un peu interrogée parce que je m'étais demandé comment on pouvait être une femme qui renvoyait un imaginaire un peu viril, tout en ayant cette chevelure blonde qui est par essence le trait du canon féminin de la beauté au Moyen-Âge. Voilà, donc en couplant tout ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les femmes guerrières, et vu que moi, le prisme du genre est celui qui m'a un peu tiré dans les études médiévales, bah voilà, c'était les femmes guerrières sous le prisme du genre. Et déjà, tease-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire ? Alors, plusieurs choses. La première, c'était que je voulais montrer que les femmes guerrières avaient pu être à la fois le support de textes normatifs à visée positive et de textes normatifs à visée plutôt donc négative, c'est-à-dire des modèles et des contre-modèles pour les femmes, pour la société. Donc cette tension entre ordre et désordre, elle me paraissait être assez parlante parce que y a vraiment une multiplicité des discours et qui sont tous produits en même temps, en parallèle. Voilà, il n'y a pas une évolution continue de la bonne à la mauvaise guerrière tout au long du Moyen-Âge, mais ça se produit vraiment en même temps. Donc je voulais étudier la variation et ces deux notions ensemble. La deuxième, c'était qu'elles ont aussi pu être un objet d'empowerment pour les femmes. C'est-à-dire empowerment ? C'est-à-dire de prise de pouvoir. Alors, en fait, Christine de Pisan, grande autrice médiévale française qui est hyper connue, a bien entendu écrit sur les femmes guerrières dans son livre de la Cité des Dames, donc où elle raconte plein de vies de femmes illustres. Et les femmes guerrières sont d'ailleurs même les premières dont elle parle, et à destination donc d'un public féminin pour leur montrer qu'elles peuvent être puissantes. Donc c'est là où je parle d'empowerment, c'est qu'elles sont vraiment cette image de la femme forte, même si elle n'appelle pas les femmes à prendre les armes, elle s'en sert pour leur montrer qu'elles pourraient le faire si elles le souhaitaient. Et la dernière chose qui m'a intéressée, c'est les images. Moi, j'ai une formation donc avant le master de médiéval en histoire de l'art. J'ai un peu bifurqué par ricochet et par hasard. Ça va aller de l'histoire de l'art à la littérature, il y a une logique. Alors, ça peut paraître logique, mais en fait, quand on étudie l'histoire de l'art, enfin moi, le souvenir que j'en ai, en tout cas dans mon université, c'était que on basculait très peu de l'un à l'autre. J'ai eu un cours à ce sujet-là en licence, mais sinon, on regardait souvent les images sans regarder les textes qui étaient à côté. Et inversement, parfois, en lisant des textes du coup d'études littéraires, je me rendais compte qu'il n'y avait jamais les images qui étaient soit éditées à côté quand c'était un manuscrit enluminé, soit même évoquées dans les études. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a attirée de faire toujours du lien texte-image parce que ça fait pour moi plus sens et ça prend en compte la matérialité de l'objet livre. Oui, ça semble évident en fait maintenant qu'on étudie. Si on étudie un texte, forcément il y a le contexte du texte autour. Quand il n'y en a pas, quand il n'y a rien de spécifique, voilà. Mais oui, ça me semble logique qu'on étudie les deux ensemble. On ouvre de plus en plus les études pluridisciplinaires, mais ça n'a pas été, je pense, si évident pour tous les chercheurs et toutes les chercheuses dans les études jusqu'à présent. Et donc, je voulais regarder les images parce que ça me plaît. Et puis, en fait, assez rapidement, en regardant les premières images, je suis tombée sur quelque chose d'assez surprenant. Donc, par exemple, si on ouvre le livre Chevaleresse, une chevalerie au féminin de Sophie Cassagne-Brouquet, la première image qui illustre, qui est en couverture, c'est une femme où, sur son armure, elle a des pierres précieuses au niveau des tétons. Ah oui. Voilà. C'est étonnant. Et donc, je trouvais que cette sexualisation du corps par l'armure, elle était assez surprenante et je voulais comprendre comment on représentait du coup cette question de la virilité dans des images où finalement elle semble plus proche d'un modèle de féminité alors que le texte même nous dit pas du tout ça. On va revenir en détail. Alors déjà aussi, comme d'habitude dans Passion médiéviste, on pose un petit peu le cadre historique et géographique. Sur quelle période, alors tu travailles sur des manuscrits bien sûr, donc c'est pas une période historique, mais déjà, tes manuscrits, ils datent de quelle période et de quelle zone géographique ? Alors par contrainte, évidemment, moi je me suis plutôt intéressée à la langue française et je suis sortie un peu de ma zone de confort en empruntant 3 textes italiens. Parce que en fait, la tradition littéraire en Italie est très très proche de la tradition française. Il y a énormément d'intertextualité, de partage de sujets, etc. Et donc, il y avait 3 textes qui parlaient de femmes guerrières qui m'ont intéressée. Et j'ai pris un texte en latin, Boccace, évidemment, et puis un texte allemand. Alors, je ne lis pas l'allemand, donc j'ai dû aller explorer les bibliothèques pour trouver une traduction en anglais, faire commander un scan de cette bibliothèque. Donc, un texte allemand qui est un Meren. Donc, c'est une tradition littéraire qui est un peu proche des fabliaux, il me semble. J'ai un petit doute et que je connais très mal, à vrai dire. Mais où il y a un tournoi de femmes dans un monde renversé et qui est tout à fait comique. Et je voulais vraiment l'intégrer parce qu'il fait écho à une tradition française littéraire qui est française en langue d'oc et en langue d'oil, qui sont les tournois de dames.
Déjà, c'est passionnant. Donc ça veut dire que si tu as des textes surtout en français, c'est-à-dire que tu as travaillé surtout sur la fin du Moyen-Âge ? Alors oui, les textes que j'ai étudiés datent tous de 12e à la fin du 15e siècle. Oui, parce qu'en fait, on voit que avant le XIIe siècle, on a surtout du latin. Et en fait, la langue vulgaire, en tout cas la langue française, même telle qu'elle était à l'époque, n'émerge doucement dans les textes qu'à cette époque-là. On en a quelques-uns quand même, du 9e au 12e siècle. Il y a un peu de littérature quand même qui commence à se faire. Ça commence quand même par la géographie. Et plutôt par la les géographie, Vitsins. c'est les Vitsins, pas la géographie, oui. Non, la géographie. La géographie, ouais. Et du coup, on a quand même aussi tout ce qui est chronique. Et en fait, c'est une matière littéraire qui pourrait être étudiée. Mais c'est vrai que moi, elle m'intéressait un peu moins, quoi. Puis de toute façon, il n'y avait pas d'exemple, en fait, avant le XIIe siècle. Donc, d'accord. Non, mais déjà, on a un peu le cadre en tête. Alors, continuons avec un petit point vocabulaire. Dans ton mémoire, tu utilises plusieurs termes, femme guerrière, chevaleresse. Quelle différence est-ce que tu fais ? Alors, elle est assez simple, c'est femme guerrière, ça désigne l'ensemble des femmes qui ont porté les armes et qui ont combattu réellement dans des batailles. Après, ça pourrait désigner globalement des femmes qui ont participé aussi à des sièges, qui ont participé à la guerre dans tous ses aspects. Pour moi, c'est pas excluant. Moi, dans mon mémoire, les femmes guerrières, c'est celles qui prennent part au combat, qui ont les armes et qui prennent le risque de mourir et qui portent des coups. Voilà. Les chevaleresses, c'est un type, même si on y reviendra, de femmes guerrières qui sont présentes dans des romans de chevalerie ou dans les chansons de geste et qui correspondent au canon masculin du chevalier. C'est-à-dire qu'elles sont à cheval, elles ont une armure, elles ont une épée, donc ça c'est pour le décorum, mais elles portent aussi les valeurs de la chevalerie. Donc oui, donc les chevaleresses, elles ont des caractéristiques plus particulières que les femmes guerrières où c'est un peu plus général. C'est ça. Et alors je le dis aussi, je l'ai dit avant, je le redis, là on parle bien des représentations dans les manuscrits. Auditeurs, auditrices, on va pas parler d'exemples concrets, historiques de femmes qui ont réellement combattu. Donc désolé si c'est un peu frustrant pour vous, si vous vouliez entendre des vraies histoires de bataille. Aujourd'hui on parle surtout de représentation, de mentalité médiévale, c'est ça ? Tout à fait, sachant que c'était la question qui m'a été posée quand je parlais donc de mon sujet, c'est « Ah mais tu parles de Jeanne d'Arc ?» Et en fait, moi ça a été vraiment un repoussoir. C'est-à-dire que je voulais pas toucher à cette figure. Déjà parce que je sais qu'elle est assez difficile à aborder d'un point de vue politique, évidemment, et que certains et certaines en ont un peu fait les frais. Et donc j'avais pas envie de me lancer sur le sujet. Et puis en plus, je voulais sortir justement de cette grande représentation de la femme guerrière, la chevaleresse qui est Jeanne d'Arc, et aller me poser la question de avant ça, qu'est-ce qu'il y avait et comment on les pensait de manière générale, plutôt dans l'imaginaire que dans la réalité. Et en plus, Jeanne d'Arc, elle a déjà été pas mal étudiée. Et je renvoie pour ça vers l'épisode que j'avais fait avec Florian Varenne, où on avait un peu étudié comment la figure de Jeanne d'Arc en tant que figure du médiévalisme aussi. Et dans quel type de texte alors est-ce qu'on retrouve les femmes guerrières ? Alors là, il y a un corpus très très vaste, très disparate en termes de genre littéraire. Donc on en a finalement beaucoup d'exemples au Moyen-Âge. Il y a plusieurs types de textes littéraires. Les premiers que moi j'ai abordés, c'est vraiment les romans de chevalerie. C'est les plus anciens, qui sont copiés au XIIe siècle. Et donc on a Camille dans le roman d'Énéas et Penthésile dans le roman de Troie, de Benoît de Sainte-Maure. Donc vraiment des textes très très tôt, et qu'on va retrouver un peu, donc ces figures de chevaleresses à la fin du Moyen-Âge dans les textes italiens. Donc on a un fossé un peu entre les deux, mais voilà, c'est les figures vraiment de chevaleresses, c'est celle-là. Et à côté de ça, on a plein d'autres types de femmes guerrières. On en trouve beaucoup dans les compilations de vie de femmes illustres. On a celle de Boccace, où là il y en a à peu près une quinzaine. On a celle de Christine de Pisan, donc avec la Cité des Dames, où là il y en a, moi j'en ai compté 12. Après je pense que mes critères conviendront pas à tout le monde et on pourrait les réduire ou les élargir. Et ensuite on a le Traité des 9 preuses, qui est un texte encore très très peu connu, et qui a été édité tout récemment, il y a 4 ans, et dans lequel on a donc 9 preuses, 9 chevaleresses. À côté de ça, encore, on a ce que moi j'ai appelé les romans de quête identitaire, donc qui sont assez nombreux finalement, puisqu'on a Idée-Olive, on a le roman de Silence. Oh, si, Silence, on avait parlé dans un épisode qu'on avait fait, l'épisode de Superjoute spécial qu'on avait fait avec Cluny en 2023. Donc oui, où vraiment, j'avais jamais entendu parler de elle, il avant, je sais pas s'il faut plutôt la genrer au masculin ou au féminin, mais oui, c'est super intéressant. Oui, non, et puis sur la question du nom, de la désignation, effectivement, c'est un texte qui fait vraiment réfléchir. Et dans la lignée de Idée-Olive, on a aussi un mystère, donc un texte de théâtre, qui raconte presque la même histoire, sauf la fin, et une adaptation plutôt italienne de cette même histoire qui est Camilla, de Pierre de Sienne, qui a été composée au XIVe siècle.
Donc ça fait un grand ensemble de textes. Et après, moi, j'ai été chercher des petits exemples à droite, à gauche, où on a des mentions, où là, les textes portent pas sur les femmes guerrières. Donc, dans le Fabliaux de Béranger au long cul. Oui, on avait parlé dans l'épisode sur la Aussi. sexualité dans les familiaux, ouais. Qui est un exemple vraiment très comique et vraiment excellent. On a Aucassin et Nicolette, qui a donc une chant de fable, un texte hyper connu qui a été traité de plein de manières différentes. Et en fait, dans un passage que certains ont qualifié d'interlude joyeux, Aucassin et Nicolette se retrouvent dans un royaume qui est un monde à l'envers, qui s'appelle Torelor. Et dedans, il y a la mention d'une femme qui combat à coups de patates et de fromage frais. C'est une bonne façon de combattre. Elle fait une raclette en combattant. Voilà, c'est exactement la réflexion qu'on m'a faite. Et du coup, ce tournoi dont je te parlais tout à l'heure, qui est rattaché à la tradition des tournois et tournoiements des dames, que moi, j'ai pas traité. Je les ai évoqués brièvement, mais je les ai laissés de côté. Et donc là, on a des femmes, des nobles, des dames, qui viennent vraiment, comme pour une joute, combattre ensemble et qui s'affrontent soit entre elles, soit qui rarement affrontent des hommes. Là, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'elles s'affrontent surtout entre elles et qui du coup se retrouvent vraiment ajoutées. Récemment, j'ai découvert un texte que j'ai pas inclus dans mon mémoire, mais où on retrouverait un peu cette même situation de joute et entre des vies, donc des sexes masculins et des vulves. Mais non. Si. Dans les textes ? Oui, c'est un texte inédit en fait. Je l'ai trouvé sur un site. Donc moi, je m'intéresse un peu au théâtre. Et donc, il y a un site qui s'appelle Sotie et Farce, donc de quelqu'un dont je n'ai pas trouvé le nom ni l'identité, qui édite plein de textes donc autour du théâtre. Et parmi ces textes se trouve ce combat que lui ou elle, je ne sais pas, édite en ligne, et où il renvoie à la source du manuscrit. Donc oui, on n'a ça, aucune étude en fait faite, on sait que le manuscrit existe, j'ai été regarder le texte, je l'ai vu, voilà, donc c'est pas n'importe quoi. Oui, c'est pas inventé et tout ça, non, c'est vraiment, Non. c'est quelqu'un qui déniche dans les archives ou dans sur les sites d'archives Voilà. des textes qui en fait n'ont pas été encore étudiés, mais c'est génial ça. Oui. Donc là, c'est des gens qui nous écoutent, qui veulent étudier un peu des sujets, peut-être des textes un peu inédits, ça peut être une source géniale. Ça peut être une source. Après, il a pas j'ai pas trouvé beaucoup de textes dont les éditions sont si anciennes et tout. Mais en tout cas, celui-là, moi, j'adorerais le voir édité et comprendre un peu d'où il vient parce que je suis déçue de l'avoir raté, quoi. Et alors là, on a parlé surtout des textes et tu étudies aussi les images. Là, dans quelle situation est-ce qu'on voit des femmes combattantes, des femmes guerrières dans les images ? Alors, j'ai étudié une production qui est quand même très très riche. Et donc, encore une fois, il y a énormément de variations. J'ai fait 3 études de cas. La première, c'était sur le roman de Troie, puisque celui du roman d'Énéas n'a pas été... Enfin, moi, j'ai pas trouvé en tout cas d'illustration. Et donc, ce roman, moi, j'en ai gardé seulement de la traduction enluminée, seulement 2, parce qu'il y avait suffisamment de scènes. Et dans ces romans-là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on les voit vraiment quasiment que au combat. On voit Penthésile, en fait, qui mène son armée, donc l'armée arrive à Troie, puis elles affrontent donc les Grecs, et dans les 2, on la voit se faire tuer et se faire jeter ensuite dans un fleuve, puisque les Grecs jettent son corps à l'eau. Oui, donc c'est vraiment une version de la guerre de Troie un peu spéciale. En fait, c'est pas la guerre de Troie, c'est encore une autre version du texte. Alors moi, pour ce qui est des sources antiques, il me semble que Penthésile, elle est mentionnée dans les sources antiques. C'est pas une version sortie de nulle part, et c'est même celle qui va être transmise dans la plupart des textes, puisque ensuite sur toute la production médiévale, on la retrouve systématiquement associée à la guerre de Troie. Et donc dans ces manuscrits, ce qui est vraiment intéressant, c'est que elle combat et elle tue. Enfin, on la voit vraiment porter des coups, etc. C'est vraiment l'image qu'on a des chevaliers et on voit pas son visage, quasiment. En fait, si on regarde le manuscrit, c'est des images qui sont super symétriques, en fait. Donc, on a d'un côté l'armée des Grecs à droite, l'armée de Penthésile à gauche, et si on voit pas leur petit bout de tresse qui dépasse du casque, il est vraiment difficile de les différencier. On saurait pas qui est qui. Donc ça, c'est pour le roman de Troie. Donc, la deuxième étude de cas que j'ai faite, c'était une étude de la tradition enluminée d'une traduction anonyme du De Mulieribus Claris, donc rédigée autour de 1407. Et dans celle-ci, on a plutôt une vignette par vie de femme. Alors, c'est pas toujours les mêmes. Il y a certains manuscrits dont on a perdu quelques pages. Il y en a d'autres où on n'enlumine pas toutes les femmes. Et là, j'ai étudié 5 manuscrits, donc 5 x 15 femmes guerrières, bon, plus ou moins, puisque comme je disais, il y en a certaines où elles ne figurent pas toutes. Ça fait beaucoup d'images, et c'est vraiment une histoire de variation assez incroyable. Il y a un très très beau manuscrit enluminé par Robinet Tétard, qui est un enlumineur qui fait vraiment des très très belles factures, où on les voit dans des portraits de plein pied,
donc pas vraiment au combat. Elles sont souvent en robe avec une partie cuirassée ou une partie en armure. Des fois, pas du tout avec leur armure, avec en plus plutôt des... Enfin, il y a une variation aussi dans les représentations. Des fois, elles sont plutôt en fantassin, des fois, elles sont à cheval, etc. Et où là, on les voit pas directement en train de combattre ou assez peu. Il y en a d'autres où elles vont être un peu plus dans l'action et où on voit des enluminures divisées en plein de petites scènes qui sont très narratives. Donc en fait, c'est très très hétérogène. Et globalement, celle de la tradition donc de ce manuscrit, de ce texte, c'est celle où on les voit les moins en train de combattre et de tuer, en fait. Je crois que j'avais fait le compte. Donc en fait, dans ces manuscrits-là, il y a seulement 5 enluminures où on les voit directement en train de combattre et 2 où elles tuent réellement. On élude tout à fait la violence. Donc ça va être beaucoup plus la narration de leur vie avant, leurs histoires amoureuses. Pour Zénobie, donc qui est une autre femme guerrière qui a défié l'Empire romain, on la voit en train de chasser parce que Boccace raconte son enfance qui s'apparente un peu à celle d'une femme sauvage où elle sortait dans les bois malgré les interdictions parentales pour aller chasser le cerf. Pour Camille, pareil, elle est beaucoup représentée en femme sauvage parce que quand elle était petite, elle a dû vivre seule dans la nature aussi. Voilà, donc c'est plutôt des éléments narratifs. Et après, le dernier manuscrit que j'ai étudié, c'est le seul manuscrit connu du traité des 9 preuses. Et là, par preuse, on a une enluminure de pleine page. Et elles sont absolument magnifiques. Ouais, de pleine page, c'est énorme, ouais. Ouais, elles sont vraiment super belles. Enfin, il y a un travail de la couleur qui est incroyable. Et donc, on a 9 enluminures. Là-dessus, il y en a 8 qui représentent des femmes guerrières parce qu'en fait, il y a 2 femmes guerrières qui sont sœurs et qui du coup sont représentées sur la même image et l'autre est utilisée pour être plutôt narrative. Et donc dans celle-là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on les voit avant, pendant et après le combat et elles se ressemblent toutes un peu comme s'il avait cherché à produire l'image d'une seule femme guerrière. Je dis il parce qu'en fait l'auteur du texte a participé, on le sait, au programme iconographique, il a vraiment pensé son traité comme un tout avec un lien texte-image extrêmement fort. Et donc là on les voit en train d'aller combattre, pendant le combat et une fois qu'elles repartent victorieuses. Comme il est étrange, Lagertha, que tu tiennes le rôle de l'usurpatrice. Une femme contre une autre, cela ne correspond pas vraiment à ta réputation. Je n'ai jamais été une usurpatrice. C'est toujours moi qu'on a spolié. J'ai fait le rêve de retrouver ma demeure. Mais si je dois combattre pour ça, alors je combattrai. Oh, n'aie crainte, je ne te combattrai jamais, Lagertha. Je ne suis pas ma mère et encore moins mon père. Et puis, je ne peux pas gagner. Ce qui est génial, du coup, avec tout ce que tu nous racontes, c'est qu'on voit bien que les femmes sont présentes dans les manuscrits, on a des femmes qui combattent, et c'est pas une ou deux comme ça, vraiment, qui sont isolées. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc déjà, je trouve ça super intéressant que tu nous dises ça. Alors, rentrons un peu dans l'analyse de ce que tu as fait de tout ça. Comment est-ce qu'on peut interpréter la place de ces femmes guerrières dans les textes et dans les images ? Donc, comment on interprète la place de ces femmes ? Encore une fois, ça va vraiment dépendre des textes. Elles ont servi autant pour des discours plutôt misogynes, évidemment, où on montre que la place des femmes n'est pas tellement au combat. C'est le cas de Boccace. Quand j'étudiais ce sujet-là, je lisais des textes qui parlaient de Boccace féministe. Moi, j'irais quand même pas jusque-là, parce qu'à chaque fois qu'ils parlent des femmes guerrières, c'est bien pour dire qu'elles sont trop viriles, que c'est une aberration de la nature, enfin, dans la plupart des textes, ou alors c'est pour descendre les hommes qui sont à leur côté, et si elles deviennent guerrières, c'est parce que vraiment les hommes qui les accompagnent sont trop faibles. Voilà. Oui, donc pas trop féministe, tout voilà. Ça. Et donc les femmes guerrières, elles peuvent représenter un excès de virilité chez les femmes, tout à fait condamnable, mais aussi le désordre de la société. C'est-à-dire que pas de leur fait elles-mêmes, elles sont la conséquence d'un désordre. Je pense au roman de quête identitaire, donc, dont je parlais, Idée Olive, Silence, où les femmes deviennent donc des chevaliers ou des hommes guerriers parce qu'elles souhaitent échapper à l'inceste, parce qu'elles ne peuvent pas hériter si elles sont femmes. Donc c'est un problème qui n'est pas de leur dû et auquel elles se doivent de trouver une réponse, et donc elles le font en devenant des hommes et puis par la suite en prenant les armes. Est-ce qu'on retrouve aussi là la théorie, enfin le concept de monde inversé ? On en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast sur le fait que vraiment montrer le côté tout à fait de changer tous les codes pour mettre en valeur certains concepts.
Alors oui, c'est une question super pertinente parce que quand moi j'en ai parlé avec ma directrice, en fait le monde à l'envers, ça faisait partie des thèmes qui m'ont vraiment fascinée et que je voulais étudier peut-être même plus tard. Et on s'est rendu compte que très souvent on en parlait comme des choses à partir d'images ou de textes qui étaient un peu abracadabrantesques, surprenants, mais qu'en fait ce monde à l'envers il prend peut-être aussi juste sa source dans des textes ou des situations plus communes. Et effectivement, l'inceste, du coup, pourrait être considéré comme un renversement, puisque c'est contre nature, ça n'a pas lieu d'être, et c'est déjà bien évidemment condamné par l'Église. Donc oui, je trouve qu'on peut considérer que c'est des textes qui parlent du renversement, et finalement, les fins de texte, j'y reviendrai peut-être plus tard, fonctionnent comme des remises à l'endroit, souvent. Pas toujours, mais souvent. Donc là, les femmes guerrières sont plutôt des allégories? Ou alors est-ce qu'elles vont servir pour des enseignements moraux? Oui, elles vont servir pour des enseignements moraux. J'irai pas jusqu'au terme d'allégorie puisqu'elles vont pas représenter une notion ou un concept. Elles sont liées à des notions et des concepts que moi j'ai du coup utilisés, donc l'ordre et le désordre. Mais elles ont surtout un fort potentiel symbolique parce qu'elles reposent sur des codes qu'on connaît plutôt du côté masculin. Et donc oui, elles ont une empreinte symbolique extrêmement forte. Et pourquoi est-ce qu'elles prennent les armes? Eh bien, il y a plusieurs réponses. Et très souvent, la réponse, c'est à cause des hommes, de façon directe ou indirecte. En fait, j'ai fait le compte, et que ce soit dans les textes donc de femmes illustres ou pour ce qui est de tout ce qui est quête identitaire ou même monde à l'envers, c'est souvent à cause d'une défaillance masculine. La première, c'est la mort, en fait. Quand elles se retrouvent veuves, elles n'ont d'autre choix que de prendre les armes pour se défendre elles-mêmes. Et ça, c'est un constat qu'on va retrouver pour le coup plutôt dans les sources historiques aussi. Quand on regarde, les veuves ont une plus grande agentivité, donc un plus grand pouvoir d'agir que la plupart des femmes. Et on a des textes qui mentionnent que les femmes, si les hommes n'étaient pas en mesure de le faire, les femmes devaient prendre par exemple les tours de garde. Alors, c'est pas de la bataille, mais c'est quand même un rôle de défense. Et donc, deuxième cas, il y a l'inceste. C'est-à-dire pour fuir un père qui... Donc c'est vraiment l'histoire de Podane hein, dans ces livres-là. C'est un père qui a perdu son épouse et qui ne souhaite se remarier qu'avec une femme au moins aussi belle que sa femme, soit parce que c'est sa lubie, soit parce qu'il lui a promis. Et donc évidemment, il n'y a que sa fille qui bien lui ressemble voyons. et qui soit aussi belle. Quelle horreur. Voilà, donc la fille s'en va et en fait, elle subit une mort symbolique à défaut de subir une mort physique par l'inceste. Donc elle perd tout à fait son identité en ayant perdu son royaume. Voilà. Après, comme autre défaillance, dans les mondes à l'envers, on va avoir plutôt la faiblesse masculine. C'est-à-dire des hommes qui sont trop efféminés ou qui sont incompétents. Dans Béranger au long cul, sa femme, quand elle lui rappelle que par son mariage, il a reçu le rang de chevalier et que ce serait bien qu'il se bouge un peu, il l'humilie et finalement, il décide quand même de mettre en place un stratagème pour lui faire croire qu'il se bat alors qu'il est couard. Et ce qui est assez... je ne sais pas si le lien avait déjà été fait, je sais que dans le podcast, vous avez déjà évoqué Béranger au long cul, mais une des phrases en fait en introduction qui est utilisée pour le décrire, c'est qu'il est comme un lombard. Et dans un autre épisode, vous aviez parlé du coup des escargots qui pouvaient représenter les lombards, les couards et la faiblesse de ce peuple-là. Tu nous fais un crossover incroyable. Ouais. Et donc j'ai écouté ce podcast à peu près au même moment que j'écrivais là-dessus, et en fait on retrouve vraiment cette même symbolique. Donc les lombards, toujours des couards, que ce soit avec les escargots ou avec Béranger. C'est ça. Et donc elle prend les armes elle-même pour remettre le monde à l'endroit parce que c'est vraiment lui qui est défaillant de ce point de vue-là. Mais du coup, ce changement de sexe, en tout cas symbolique, de ces femmes qui prennent l'identité d'homme, comment est-ce que les auteurs en parlent? Est-ce que là aussi ils le condamnent ou alors est-ce qu'ils peuvent le considérer de façon positive? Eh bien, ça peut être considéré de façon positive. Et là-dessus, encore une fois, on a multiples discours, et ça se remarque de façon particulièrement frappante dans les compilations biographiques, parce que donc, moi j'ai étudié 3 auteurs, et chacune a une position différente. Donc Boccace, évidemment, il condamne, il rappelle que c'est le sexe faible, que si elles prennent les armes, c'est en oubliant leur sexe, et ça c'est vraiment une formule qu'on va retrouver à la fois chez Boccace et dans les chroniques quand on parle de femmes guerrières. Et donc, vraiment pas un discours très positif. Par contre, chez Christine de Pisan, elle change vraiment des éléments, que ce soit pour décrire le corps, c'est-à-dire qu'elle ne décrit pas le corps, elle ne dit pas qu'elles prennent cœur d'homme, ou alors elle le mentionne une seule fois, là où tous les autres auteurs disent que les femmes prennent cœur d'homme, c'est-à-dire qu'elles prennent à la fois le corps et l'âme d'un homme. Donc il y a vraiment un changement d'identité. Elle est lude, et bien évidemment, vu que son livre a vocation à montrer aux femmes qu'elles peuvent être puissantes, elle en fait pas forcément des modèles négatifs.
Et notamment, si on pense à Sémiramis, donc je pense qu'il est quand même temps de raconter l'histoire de Sémiramis. Je t'en prie, raconte-nous. Qui est assez surprenante. Sémiramis, donc, c'est une femme qui s'est mariée avec un roi, et celui-ci meurt au combat. Bon. Elle a un jeune fils, et elle ne souhaite pas lui laisser le pouvoir parce qu'il est trop jeune, et donc elle a envie de perpétuer l'œuvre de son mari, et elle profite du fait qu'elle ressemble à son fils parce que c'est une femme, donc elle n'a pas de barbe, c'est bien précisé, elle n'a pas de barbe, elle fait assez jeune, donc elle profite de cette ressemblance pour se déguiser en son fils et prendre la tête du royaume sous son nom. Là, elle mène les armées et elle fait la guerre, et une fois qu'elle a acquis la confiance des troupes, elle révèle son identité, elle écarte définitivement son fils du pouvoir, et elle fait encore plein de conquêtes. Donc elle est acceptée par les troupes. Elle est acceptée par les troupes. Et il y a un épisode qui est ajouté à cette histoire, où on raconte que, alors qu'elle était en train de se coiffer, et donc de se tresser les cheveux, un émissaire lui rapporte que son beau-fils, ou son beau-frère, je sais plus tout à fait, un émissaire lui rapporte que quelqu'un essaye de s'emparer de la ville de Babylone, qui est donc sous sa possession, et furieuse, elle se lève, elle finit pas de se coiffer les cheveux, et elle va reprendre la ville. Donc, cette femme, elle a les cheveux en partie lâchés, en partie tressés. Donc, elle passe un côté un peu masculin à féminin, elle a un côté hybride. Et après ça, après avoir reconquis Babylone, elle est tentée par l'inceste, elle aussi. Ah, avec son fils ? Oui. Oh non. Oh. Voilà, donc là, Boccace nous raconte qu'elle a couché avec son fils, qu'elle a couché aussi avec plein d'autres hommes. Boccace nous précise qu'on lui doit l'invention de la ceinture de chasteté. Ah oui, je crois que c'est une des seules mentions médiévales de la ceinture de chasteté, c'est ça ? Oui, je crois aussi. Et donc, il essaie de nous faire croire que c'est une femme qui aurait inventé cet instrument parce qu'elle voulait pas que d'autres femmes puissent coucher avec les mêmes hommes qu'elle. Voilà. Et en fait, elle finit assassinée par son fils. Et là, Boccace propose plusieurs explications, soit parce qu'il n'a pas supporté l'inceste, soit parce que lui voulait récupérer le pouvoir, soit parce qu'il craignait qu'elle ait des enfants. Bon. Et bah tout ça, chez Christine de Pisan, cette question de la luxure, elle est presque évacuée. Elle précise que oui, elle couchait avec son fils, mais que si elle l'a fait, c'est parce que c'est autorisé par la loi de nature, qu'on n'avait pas les mêmes lois qu'aujourd'hui, et que si elle avait eu connaissance du mal que c'était réellement, elle ne l'aurait pas fait. Voilà, ça c'est un exemple de réécriture. Et donc, ça se remarque aussi, effectivement, avec les clôtures des textes, où on voit que chez Boccace, elles finissent la plupart du temps avec des morts atroces, tuées, exilées, où il précise vraiment que c'est parce qu'elles ont pris le pouvoir. Chez Christine de Pisan, les clôtures, elles sont, pareil, assez élusives. Elle omet de raconter comment elles sont mortes, etc. Tandis que chez Mamrot, qui fait de ces femmes des modèles beaucoup plus vertueux et de chevalerie, et de la chevalerie, là elles ont presque effectivement une portée un peu plus allégorique, dans ces clôtures de vie, elles connaissent tous une fin, enfin, la plupart, une fin de vie paisible et tranquille. Voilà. Donc il y a quand même un traitement différent, elles sont plus valorisées par Sébastien Mamrot et par Christine de Pisan, et Sébastien Mamrot en fait un idéal en fait masculino-centré, mais androgyne un peu, c'est-à-dire à destination des femmes et des hommes, et elles sont entre les deux dans le genre. Alors c'est une question qui sort un petit peu du sujet, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je suis sûre que des personnes qui écoutent ce podcast se demandent, est-ce que les femmes pouvaient vraiment prendre les armes au Moyen-Âge, et est-ce que, en fait, ce qu'on raconte dans les textes, est-ce que c'était possible en vrai ? Alors, donc, on l'avait dit, moi j'ai pas forcément étudié l'histoire, mais le seul livre qui existe sur le sujet qui évoque cette question-là, c'est Chevaleresse, une chevalerie au féminin. Et donc l'historienne qui se penche sur la question, Sophie Cassagne-Brouquet, part des textes, en fait, pour se demander ça, parce que la plupart des attestations qu'on va avoir, donc c'est des chroniques, c'est des récits, qui sont faits plutôt par des témoins indirects. Et donc, elle remarque que dans les sources chrétiennes, on a mention très très rare de femmes, pas toujours très très positives, mais on en a quand même quelques-unes. En revanche, dans les sources musulmanes, là, on a beaucoup plus de mentions, enfin, beaucoup plus, en tout cas un certain nombre en plus, et donc elle pose la question de où se trouve la vérité, et elle explique que c'est certainement entre les deux. C'est-à-dire on sait que des femmes ont accompagné leur mari, leur famille en croisade, qu'elles ont été intégrées à des ordres de chevalerie, mais peut-être plutôt dans la question du soin, du care, et donc il est probable qu'elles aient été omniprésentes dans les croisades et que certaines, très rarement, se soient vraiment impliquées dans la guerre.
Je renvoie pour ça vers l'épisode que j'avais fait hors série sur les femmes dans les croisades en 2019. Mais aussi, et je sais que vraiment que c'est pas ton sujet, mais vraiment on peut en dire quelques mots, c'est que les autres sciences qui pourraient nous apprendre des choses, comme par exemple l'archéologie, on pense à certaines tombes, notamment dans l'espace scandinave où on a retrouvé des tombes de femmes avec des armes. Donc là, se poser la question, c'est encore un petit peu compliqué aujourd'hui, je crois, d'y répondre, mais des femmes guerrières. Mais dans l'espace français, on n'a pas trouvé, il me semble, de tombes comme ça. À ma connaissance, non plus. En tout cas, c'est pas du tout mentionné par les quelques historiens qui ont travaillé sur le sujet, notamment Martin Aurel qui a aussi fait cette étude et qui lui part également des textes en fait. Il n'y a pas de traces archéologiques a priori sur lesquelles on pourrait se baser. Donc voilà, je pense qu'il fallait qu'on en parle un petit peu. Les femmes elles-mêmes s'expatrient pour combattre. Elles arrivent en Syrie par terre et par mer tout équipées. Parmi elles était une reine menant à sa suite 500 guerriers, cavaliers et fantassins, lanciers et archers qu'elle entretenait à ses frais. Mais son bâtiment ayant été capturé près d'Alexandrie, elle avait été prise avec ses hommes et nous a sauvegardés de son zèle malfaisant. Une autre reine est arrivée avec le roi des Allemands. Plusieurs femmes de Franc ont échangé le voile pour le casque. Elles affrontent la mort armées de boucliers et de lances. Dans les batailles qui ont été livrées, on a souvent trouvé des femmes parmi les morts. Et on ne les a reconnues qu'après les avoir dépouillées de leurs vêtements. Il y a ainsi parmi les Francs des chevalières qui portent la cuirasse et le casque. Sous ce vêtement masculin, elles se jettent dans la mêlée, et ces maîtresses du gynécée se comportent comme le sexe fort. Tout cela est à leurs yeux un acte de dévotion, grâce auquel elles croient assurer leur salut, et c'est pourquoi elles s'adonnent à cette vie. Béni soit celui qui les a égarées et repoussées de la vraie direction. Les jours de bataille, on voit plusieurs de ces femmes s'avancer avec les chevaliers qu'elles prennent pour exemple, aussi impitoyables que ceux-ci malgré la faiblesse de leur sexe. Elles n'ont pas d'autre costume qu'une cotte de maille, et on les reconnaît que lorsqu'elles sont dévêtues et mises à nu. Plusieurs d'entre elles ont été prises et vendues comme esclaves. Là justement, on vient d'entendre un extrait de texte, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Ce texte, il a été écrit par Imad al-Din, musulman du XIIe siècle, qui raconte la présence de femmes sur le champ de bataille, c'est-à-dire que quand on enlevait leur casque, le casque de certains combattants, on voyait que c'était des femmes. Et en fait, eux, ils s'en servaient de ces exemples-là, non pas pour parler évidemment de la prouesse des femmes, etc., mais pour montrer à quel point les chrétiens étaient vraiment décadents, puisqu'ils acceptaient des femmes au sein des armées. Et alors justement, très bonne transition, donc on l'a dit dans ton M1, tu as aussi travaillé sur la pilosité et donc les cheveux aussi des femmes, et on a vu que là, tu l'as dit plusieurs fois, en fait, le terme de la chevelure, en fait, pour reconnaître les femmes, ça revient souvent, c'est ça ? Oui, alors c'était un petit teasing un peu volontaire, mais effectivement, quand on est en armure, quel autre moyen on a de reconnaître les femmes, notamment donc sur les enluminures, mais aussi dans les descriptions, c'est les cheveux. C'est vrai que sur les enluminures, on les voit, elles ont toujours soit les cheveux détachés et mis assez en avant, soit même sur celles où je disais qu'on n'arrivait pas trop à les distinguer, on voit apparaître un petit bout de tresse. Et oui, c'est une question qui se pose, notamment parce que ce soit les poils ou les cheveux, ça renvoie à cet imaginaire de la féminité parfaite ou de la virilité. Donc, on a des textes qui mentionnent effectivement les poils et les cheveux des guerrières. Sachant qu'au Moyen-Âge, c'est très mal vu qu'une femme soit en cheveux, c'est-à-dire cheveux lâchés, ou qui ne soit pas tressée. Donc, normalement, les femmes sont plutôt soit avec, un couvre-chef, donc quel qu'il soit, ou plutôt avec des tresses, c'est ça ? Alors, les cheveux détachés, en fait, ça va plutôt renvoyer à la condition maritale. C'est-à-dire qu'une femme qui ne couvre pas ses cheveux ou qui ne les attache pas, même si évidemment ça peut renvoyer à la luxure, tout comme les tresses d'ailleurs, ça va surtout dans le canon médiéval renvoyer à la pucelle, à la Vierge qui n'est pas encore mariée, etc. Donc dans toutes les descriptions qu'on va avoir, Tristan et Iseux, etc., on insiste vraiment sur la blondeur, des beaux cheveux longs, etc., et on précise pas qu'ils sont tressés. Et c'est une interprétation possible que moi j'ai donnée sur les cheveux des Amazones, où on les voit effectivement lâchés. Les Amazones, elles sont chastes. C'est-à-dire qu'elles se reproduisent en allant sur une île ou en faisant venir des hommes pour juste l'action charnelle, et ensuite, elles voient plus les hommes. Donc c'est un acte sexuel qui est juste lié à la reproduction, donc on considère que c'est une forme de chasteté. Toujours sur la question de la virilité, un autre texte que j'ai pu croiser, c'est la mention de femmes à barbe. Alors on en retrouve dans les récits encyclopédiques, voulus encyclopédiques, donc on liste les monstres d'Orient, etc., et le texte sur lequel je suis tombée, c'est Les monstres des hommes. Sur lequel je suis tombée. Non, parce qu'en fait, c'est ma directrice qui me l'a indiqué, parce qu'elle l'a édité il y a... Oui, donc t'es pas tombée dessus, voilà. Vraiment. On t'a suggéré très fortement, en mode regarde. En fait, quand on a commencé à parler des poils et des cheveux, elle m'a dit « Ah, mais moi j'ai croisé des femmes à barbe dans un texte qui est super, c'est une encyclopédie moralisée
où l'auteur utilise les monstres pour faire réfléchir aux traits monstrueux qu'il va y avoir dans la société occidentale. Donc, les femmes à barbe, c'est les femmes hardies qui ne doivent pas exister, puisque les femmes en Occident ne peuvent pas avoir de barbe, donc il ne peut pas y avoir de femmes courageuses et de fait de femmes guerrières. Ça, c'est le principe. Après, il décrit une autre série de femmes guerrières qui, du coup, elles n'ont pas de barbe, sont très très jolies. Elles vivent dans un fleuve, en portant leurs armures sur des guenilles, globalement. Et elles, c'est les bonnes femmes guerrières. Elles sont vertueuses parce qu'elles protègent, en fait, leur chasteté. Donc dans un fleuve, oui. Là, pour le coup, on a de l'allégorie, on a de la métaphore. En fait, le fleuve, c'est le miroir dont elles se servent pour voir arriver le danger. Le danger, c'est bien entendu les hommes, mal intentionnés. Voilà. Et donc, elles se servent de leurs armes, donc en fait, le langage, pour se battre contre les hommes, et l'armure, c'est vraiment leur protection. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que cette question de la sexualité, elle est vraiment omniprésente. Donc, quand on parle des cheveux et des poils, mais aussi des guerrières. Parce qu'en fait, ce qui va faire la distinction entre la bonne et la mauvaise guerrière, c'est celle qui préserve sa chasteté et sa virginité. Oui, forcément, bien sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a des changements sur ces représentations sur les femmes à travers le temps ? Alors, oui, c'est pas forcément très évident et marqué, mais en tout cas, on observe que plus on se rapproche du XVIe siècle, plus elles sont sexualisées, en fait, et féminisées. Moi, la chose qui m'a vraiment frappée, c'est que dans les textes où elles étaient le plus décrites, donc avec tout le canon de la belle demoiselle, c'est-à-dire qu'à défaut de décrire la peau blanche, par exemple, on parle de l'armure qui, elle, est blanche. Les bijoux dorés pour parler, en fait, du doré de la chevelure. Enfin voilà, on va vraiment utiliser l'armure comme un support de description. Et ces textes-là, c'est celles où elles sont le moins féminines dans les représentations. C'est le roman de Troie. En revanche, dans les images de Boccace, qui les décrit, que ce soit d'un point de vue moral, mais aussi physique, plus comme des hommes, et là, on commence à avoir des représentations hyper sexualisées. Donc je te parlais tout à l'heure de cette armure où on voit des pierres à la place des tétons. Je précise, on mettra la plupart des images dont on a parlé sur le site, donc allez voir, elle est assez troublante cette image. Et plus le temps avance, plus sur les armures, on voit se dessiner en fait la forme des seins. On voit leur visage, elles ont la peau blanche, elles ont les cheveux blonds, et ça c'est vraiment quelque chose qui change. Alors c'est un peu difficile de savoir pourquoi, je pense que c'est parce qu'on se réattribue un peu ces canons-là à la fin du Moyen-Âge de manière courtoise, pour accompagner aussi le développement de ces images de chevalerie, puis les preuses en fait, plus que des figures de femmes guerrières, c'est l'excellence de la courtoisie. Est-ce que c'est aussi pour limiter l'ambiguïté entre les genres, pour dire regardez, même si elles ont une armure, c'est bien des femmes, regardez, elles ont des attributs féminins? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est aussi pour montrer que, effectivement, avant d'être des chevaleresses, elles sont surtout des femmes. Et ça, c'est vraiment frappant. Bon, on aurait pu parler de tous ces sujets pendant très très longtemps, mais j'ai encore quelques questions, notamment sur comment tu as travaillé. Quelles sont les difficultés que tu as eues pendant tes recherches ? Alors, la plus difficile, c'était de réunir tous les textes, de les traduire quand ils n'étaient pas en langue française, parce qu'en fait, que ce soit l'allemand ou l'italien, ce sont deux langues que je maîtrise pas, et puis de tirer des conclusions communes. Donc, ça s'est fait à coup de tableaux. J'ai fait énormément de tableaux où je comptais, etc. Enfin, ça ressemblait vraiment à quelque chose de très mathématique, et c'était hyper difficile parce que, chez Boccace, il y a quand même 15 femmes, il faut recenser tous les mots et tout rentrer. Donc ça, c'était très très difficile. Et l'autre problématique, qui était un peu plus terre à terre, c'était Word, qui n'accepte pas beaucoup de féminisation. Ah, des termes, les mots, tu veux dire, ouais. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, preux, c'est un adjectif qui n'existe qu'au masculin. Voilà, ça existait au Moyen-Âge, preude ou preuse, ça a disparu. Et sur Word, donc déjà preuse n'est pas passé, et je pense qu'il est vraiment présent 250 fois à minima dans mon texte. Et en plus, quand je mettais des textes, des entrées comme féroce guerrière ou fine stratège, il me les soulignait toujours, parce qu'il considérait que c'était pas correct. Et donc, il me faisait des corrections automatiques, évidemment, et ça m'a vraiment pesé tout du long, parce que je devais vérifier que c'était pas passé au masculin, etc. Puis je trouve ça vraiment éloquent sur la manière dont aujourd'hui encore on considère que, de façon assez déguisée, on considère que finalement les femmes sont pas guerrières, quoi. Oui, vraiment, que fine, stratège, ça te le souligne en mode c'est pas correct. Oui, là, vraiment, c'est intéressant de souligner ça. Et depuis que tu as soutenu ton mémoire, qu'est-ce que tu fais ? Donc, c'était il y a à peu près 1 an au moment où on enregistre. Alors, je commence à chercher un sujet de thèse. Donc là, je fais un peu mes premières recherches, je recense des textes, etc. Et l'année prochaine, j'ai pour projet de tenter l'agrégation de lettres modernes. Ah ouais, donc gros sujet, quoi. Oui. De toute façon, c'est un peu obligatoire maintenant d'avoir ça a toujours été le cas, l'agrégation. Pour faire une thèse ? Pour faire une thèse, et puis surtout pour plus tard obtenir un poste à l'université. Donc voilà, je prépare un peu ces deux dossiers en même temps, agrégation, thèse, et c'est assez chargé.
Donc oui, donc tu veux continuer la recherche, ça parce que je reçois des gens parfois qui se disent bah non, là après les mémoires, pouf, ils veulent passer à autre chose. Il y a des personnes parfois qui en ont un peu marre de faire de la recherche. Toi, tu sens que c'est un truc qui te plaît. Oui, et puis en plus c'est assez rigolo parce que je suis arrivée en master en demandant à ma directrice est-ce que dans la lettre de motivation je dois vraiment préciser que je veux faire une thèse, ou elle m'a dit non pas du tout, parce que c'est même plutôt quelque chose qui nous rassure, nous, de savoir qu'il n'y a pas tous nos étudiants qui veulent faire une thèse. Et vraiment je voulais pas faire de recherche après le master, et en fait à force d'étudier les textes ça m'a accroché. Alors pour finir, petite question, est-ce que tu aurais un conseil de sujet qui pour toi n'est pas assez étudié ou qui mériterait une étude plus approfondie pour des personnes qui voudraient faire un master d'histoire médiévale à leur tour, donc que ce soit en littérature ou en histoire en général? Plein. Alors, premier sujet auquel j'ai pensé, c'est en histoire de l'art. Donc comme je disais, il y a ce très beau manuscrit en fait de Sébastien Mamrot, et si Anne Salomon a fait une thèse très très riche là-dessus, elle est avant tout littéraire, et je pense que le regard d'historien et d'historienne de l'art viendrait vraiment compléter cette étude, et le programme est juste trop beau. Donc ce sera un grand plaisir d'étudier ces images-là. Et après, d'un point de vue plus littéraire qu'historique, ou histoire de l'art, tout ce qui est autour en fait de la maternité féminine, enfin forcément féminine d'ailleurs. Je vois qu'on a des hommes enceints au Moyen-Âge. Ah ouais? Dans Aucassin et Nicolette. Ah. Non, donc tout ce qui est autour de la maternité, que ce soit l'avortement, l'accouchement, c'est des sujets qui sont encore très très peu vus. On commence à s'y intéresser beaucoup plus pour la période de l'Ancien Régime, et d'ailleurs toi tu avais accueilli un podcast sur les sages-femmes qui était dans Passion moderniste, oui. Voilà, qui était vraiment super. Ah bah merci. Et il y en a de plus en plus qui sortent, mais pour la période médiévale, c'est encore quelque chose qui est laissé de côté. Et je crois que j'ai vu passer, ça commence effectivement assez récemment, des personnes qui sortent des articles dessus, il me semble, et tout ça. On peut citer notamment Nadia Plat qui travaille sur les menstruations au Moyen-Âge, peut-être qu'un jour. En fait, parce que j'ai un autre podcast que je fais avec d'autres personnes qui s'appelle La Menstruelle, un podcast où on parle des règles et des menstruations. On avait fait un épisode spécial avec elle. Donc, on a des sujets liés à la sexualité, intime. Et bon, là, elle travaille par extension aussi un petit peu sur la maternité. Il y a encore donc, pour toi, il y a encore des choses à travailler là-dessus. Bien sûr, notamment vraiment j'insiste sur l'avortement et sur la question de l'accouchement. Moi, c'est en lisant des textes plutôt sur l'Ancien Régime où je me suis posé la question, et je me suis demandé, mais tiens, est-ce que j'ai déjà croisé une scène d'accouchement en fait au Moyen-Âge ? Eh bien non. Alors là, j'en ai trouvé une, et puis elle est assez rigolote parce que c'est dans un texte misogyne évidemment, dans lequel le mari dit que c'est vraiment... que la douleur de la femme n'est rien comparée aux affres qu'il doit subir de sa part parce qu'elle l'envoie chercher de la nourriture partout, puis il doit accueillir ses copines qui boivent et tout. Donc il se plaint. Et c'est le seul moment où j'ai trouvé une description en fait de douleur au niveau de l'accouchement. Donc c'est vraiment un sujet qui mérite d'être creusé. Donc il y a encore plein de sujets à étudier sur le Moyen-Âge. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous saurez que oui, il y avait des femmes guerrières dans les manuscrits, dans les mentalités médiévales, elles étaient présentes. Donc merci énormément Clémence Turblin, c'était passionnant, et vraiment tu nous as raconté tellement de choses, bonne continuation pour tes recherches. Merci beaucoup. Auditeurs, auditrices, vous le savez, comme d'habitude, vraiment il y aura un article qui accompagne cet épisode où on vous mettra plein de références sur tout ce qu'on s'est dit, on vous mettra des images, donc vraiment allez voir en fait sur le site, il y aura plein de choses. J'en profite aussi pour vous renvoyer vers différents épisodes qui sont en lien avec le sujet qu'on a dit aujourd'hui. Il y avait donc le hors-série 7 sur les femmes et les croisades que j'avais enregistré il y a fort longtemps, c'est donc en 2019 à l'occasion d'un festival, donc vous verrez on parle de plein de choses comme ça. Et il y a aussi 2 épisodes que je peux vous renvoyer, on les a évoqués, on a l'épisode 56 avec Clémentine sur la sexualité féminine dans les fabliaux, et l'épisode 84 avec une autre Clémentine, et oui c'est un Clémentine, on en retrouve beaucoup, je sais pas, vous avez un lien avec ce sujet, donc c'était l'épisode 84, Clémentine et la domination sur les animaux et les femmes, que j'avais enregistré au musée de Valence. Donc vous voyez, c'est un sujet que je suis très contente de traiter, l'histoire des femmes. J'ai l'impression d'en faire beaucoup, mais en fait finalement pas assez dans Passion médiéviste. Donc j'étais très contente aujourd'hui que pour l'épisode 100, on puisse en parler en pleinement, donc vraiment tout ce que j'ai dit en introduction. Et je tiens à remercier donc les mécènes de Passion médiéviste qui soutiennent le podcast parfois depuis des années, parfois depuis quelques jours ou quelques semaines. Donc en plus des personnes que j'ai remerciées en début d'épisode, je tiens à remercier Mathieu, Bernard, Simon, Franck et Nelly. Merci énormément à ces personnes. Et j'enregistre en fait quelques heures avant la sortie de l'épisode,
parce que les mécènes, sachez que votre soutien me permet notamment de financer le montage de cet épisode et je voudrais particulièrement donc remercier Baptiste Mossière qui a fait le montage de l'épisode. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour faire la post-production d'un podcast, c'est lui qu'il faut appeler. Voilà, votre soutien me permet de rémunérer cette personne. Et j'en profite aussi pour remercier Alizé Rodriguez. Alizé, peut-être que si vous êtes allé sur le site passionmédiéviste.fr, vous l'avez déjà lu parce que c'est elle qui fait maintenant depuis plusieurs mois, voire plus d'1 an, les articles qui accompagnent les épisodes, vraiment. Elle fait ça d'une qualité incroyable. Donc si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour rédiger des choses, de quelqu'un pour faire du rédactionnel donc sur internet, ou même pour faire de la traduction français-anglais, elle sait faire tout ça. Vous pouvez la retrouver notamment sur LinkedIn où je vous ai mis un lien vers son profil sur la page de l'article, tout à la fin. Merci donc à ces personnes, Alizé et Baptiste. D'ailleurs Baptiste, c'est lui que vous avez entendu dans l'épisode, c'est lui qui vous a lu un extrait de texte. Mais vous pouvez aussi soutenir mon travail en parlant du podcast autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à vos amis. Vraiment, le bouche à oreille, ça marche vraiment beaucoup pour développer le podcast, pour faire connaître le podcast. Voilà. Je tiens bien sûr aussi à remercier tous les invités. Voilà. Ouais, j'en profite comme ça pour remercier tous les invités que j'ai eus depuis le début de Passion Médiéviste. Parce que là, c'est l'épisode 100. Donc j'ai eu 100 invités, enfin à quelques détails près, mais en fait ça fait, comme je l'ai dit au début, ça fait plus de 220 épisodes que je fais de Passion Médiéviste, 230 même. Donc j'ai eu, je pense pas loin de 200 invités, donc je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes qui acceptent de transmettre leur savoir, acceptent de partager leur passion du Moyen-Âge, parce que sans invités ce podcast n'existerait pas. Donc voilà, merci énormément à tout le monde en fait, Vraiment, merci. Toute seule, en fait, je pourrais pas vraiment faire ce podcast, ça servirait pas à grand chose. Et dans le prochain épisode de Passion Médiéviste, alors, avant le prochain épisode, il y aura un épisode spécial, une FAQ, une foire aux questions où je réponds. Je profite de l'occasion de l'épisode 100 pour enregistrer un épisode spécial où je réponds à plein de questions que vous m'avez posées, que ce soit par mail, par le Discord ou par les réseaux sociaux. Vous verrez, peut-être que ça vous intéressera pour savoir un peu les coulisses du podcast, comment je choisis mes sujets, comment je vois le futur de Passion Médiéviste aussi. Et donc je disais, dans le prochain épisode de Passion Médiéviste, donc l'épisode 101, on parlera d'un certain pape, un certain Martin V. Vous allez voir, c'est digne d'une grande série avec plein de rebondissements. Salut!